Bonjour à tous, ravi de vous voir ce matin pour la masterclass sur le numérique responsable. Moi je me présente, je suis Marion, je suis la responsable climat pour la Lorraine chez BPI France. Et la masterclass aujourd'hui va être animée par Mathieu, qui est chef du service sobriété numérique à l'ADEME. Et je vais lui passer tout de suite la parole puisque il nous fait l'honneur d'être là pour la masterclass ce matin. Merci Mathieu. Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Ça va en termes de son? Ouais, hein, mais je ne suis pas sûr de pouvoir parler plus fort parce que c'est le micro qui est bloqué. Donc je crois que si vous n'arrivez pas à entendre, c'est volontaire pour avoir des casques et surtout pour ne pas déranger les gens à côté. Donc vous me dites si ça ne marche pas, j'essaye de parler plus fort mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Le sujet dont je voulais vous parler ce matin, c'était c'était un sujet assez vaste, numérique et environnement. En gros, pour savoir si le numérique est un atout ou pas pour l'environnement. Globalement, moi je viens de l'agence de la transition énergétique et nous, notre focus, on est plutôt des écolos que des technologues, globalement. Et donc, notre avis sur le sujet est plutôt un sujet d'environnementaliste en mode principe de précaution. Mais l'idée, c'est de voir à la fois les sujets Green IT, c'est-à-dire l'impact environnemental du numérique direct, et IT for Green, c'est-à-dire est-ce que les solutions numériques pour l'environnement, ça marche. Et c'est pas très dur. L'idée, c'est de vous présenter d'abord l'impact environnemental du numérique, les solutions numériques pour l'environnement globalement, et puis avec un focus sur l'IA, parce que c'est vraiment le sujet aujourd'hui. Et vous allez voir, sur l'IA, il y a beaucoup plus de questions que de réponses. Et puis, moi, il ne faut vraiment pas hésiter à m'interrompre si vous avez des questions, ou peut-être qu'on fait des questions à la fin, mais franchement, il ne faut pas hésiter. Donc, sur l'impact environnemental du numérique, encore aujourd'hui, dans une partie importante du grand public et clairement chez les décideurs politiques, le numérique est considéré en soi comme positif pour l'environnement. On est encore dans une logique de dématérialisation. On n'a plus de papier, on accélère. Et donc, en soi, le numérique est bon pour l'environnement. Le problème, c'est que la dématérialisation en fait, du numérique, c'est un leurre absolu. C'est juste que la matérialité, on la voit moins. Et que le numérique, ça s'adosse à toute une série de systèmes techniques et technologiques. Et vous allez voir, alors là, c'est d'un niveau assez balèze. Derrière les services numériques que vous utilisez, du streaming, de la visio, des réseaux sociaux, en fait, à chaque fois, il y a 3 briques. Et l'analyse technique du truc, elle se base sur 3 briques. La première, c'est les terminaux, les smartphones, les ordinateurs, les télévisions. Mais c'est pas dur pour les terminaux. Globalement, si on parle d'impact environnemental, c'est proportionnel à la taille de l'écran. Donc pour les terminaux, l'essentiel de l'impact environnemental se fait au moment de la fabrication des terminaux. Et si on veut les comparer entre eux, c'est vraiment une règle assez basique, mais plus l'écran est grand, plus l'impact environnemental est important. Le deuxième, c'est les réseaux, un sujet sensiblement plus compliqué. Les réseaux qu'on connaît de la 4G ou du filaire, mais aussi les réseaux qu'on connaît beaucoup moins d'un point de vue environnemental, les câbles sous-marins, les réseaux d'entreprise, les réseaux de satellites. Aujourd'hui, personne n'a la moindre idée de l'impact environnemental des réseaux de satellites, par exemple. Et puis le troisième, dont on parle de plus en plus, c'est les data centers. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà visité un data center? Ok. Eh ben, vous voyez, en gros, ça ressemble à une usine, sauf que c'est hyper clean de l'extérieur. C'est vraiment des grands entrepôts. De l'extérieur, on dirait des entrepôts logistiques. Le seul truc qui est bizarre, c'est qu'il y a quand même des lignes très haute tension qui arrivent. Et souvent, pour des grands data centers, il y en a au moins 2. Comme ça, s'il y en a une qui plante, il y en a une deuxième. Et il y a aussi tout un système de redondance énergétique. Parce que pour un data center, le cœur du sujet, c'est sa consommation d'énergie. Et le fait que l'énergie doit être disponible 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, autant les réseaux, on ne sait pas très bien encore, et ce n'est pas très important dans l'impact environnemental direct, autant il y a une grosse différence entre terminaux et data centers. Pour les terminaux, l'essentiel de l'impact environnemental, c'est leur fabrication. Et donc, l'essentiel de ce qu'il faut faire pour réduire l'impact environnemental, c'est éviter d'en produire plus, et donc fondamentalement allonger la durée de vie des machins. Moi, je fais la démonstration avec mon téléphone perso, qui marche pas du tout avec les QR codes, qui est un peu vieux, qui est plus vraiment à jour, mais qui marche encore globalement.
Alors que pour les data centers, là, l'impact environnemental, il est plutôt dans l'utilisation, dans leur consommation énergétique en utilisation. Et donc là, l'enjeu est infiniment plus complexe. C'est de réduire l'utilisation, ce qui veut dire avoir une approche sobre de nos usages du numérique. Et donc, vous allez voir, alors là, c'est de la science d'un niveau incroyable. Plus on utilise nos services numériques, les conséquences, c'est globalement un renouvellement des terminaux, un renouvellement très rapide, typiquement des smartphones, une augmentation de la taille des écrans, que vous avez certainement remarqué, voilà, entre celui-ci qui est vraiment vieux et le prochain que j'aurai la prochaine fois parce qu'il est vraiment pété, dont l'écran sera au moins le double. Sur les réseaux, une augmentation aussi du nombre des réseaux, on connaît moins, mais le truc le plus évident, c'est les réseaux satellitaires, et en particulier les réseaux Starlink, qui eux, explosent en nombre de satellites. Et vraiment, ce qu'on voit aujourd'hui, et ça c'est la tendance aujourd'hui, la multiplication des data centers et l'augmentation de leur puissance. Et ça, c'est très lié à l'IA. Aujourd'hui, l'impact environnemental du numérique en France, alors, juste, le sujet de l'impact environnemental du numérique est très récent. Les premières études, elles ont été faites par le Shift Projects en 2018, et il y a eu des premières études publiques aussi en 2018. Donc en termes de politique publique, c'est hyper récent. Et on se rend compte, les premiers chiffrages, en gros, étaient des chiffrages ADEME-ARCEP. Nous, on bosse tous les jours avec les régulateurs, l'ARCEP qui, en gros, régule les réseaux, donc le tuyau, et l'ARCOM qui régule ce qui est à l'intérieur du tuyau du numérique. Et les premières études datent de 2020. Et les études prospectives 2021-2022. Ça, c'est une mise à jour des chiffres en début 2025 sur la base de données 2022. Donc, c'est ce qu'il y a de plus récent. Première chose, le sujet est récent. Deuxième chose, très bizarrement, la France est leader mondial. Moi, ça fait 25 ans que je bosse dans la politique publique environnementale. J'ai jamais été dans un cas où la France était leader mondial. C'est-à-dire, d'habitude, on fait un benchmark, on regarde ce que font les Allemands, un peu les Américains, un peu l'Europe du Nord, et on copie ou on essaye d'adapter. Et là, c'est la première fois où on a fait un benchmark et on se retrouve tout seul. C'est-à-dire, on peut copier personne. Ce qui, d'un côté, pourrait être super intéressant parce qu'on pourrait driver des politiques européennes, mais comme on n'a pas l'habitude, eh ben, on n'est pas vraiment armé pour aujourd'hui. Mais voilà. Donc, c'est récent et les résultats sont déjà hyper importants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les derniers chiffres de début 2025 sur des données 2022, c'est le numérique, ça représente un peu moins de 4,5% de l'empreinte carbone française. Globalement, c'est plus que le secteur des déchets, sujet sur lequel on travaille depuis 30 ans. C'est plus que le secteur des poids lourds, pareil, un truc qu'on connaît plutôt pas mal. Et toutes les visions prospectives montrent que dans le scénario tendanciel, on est sur un x3 en 2050. Et donc on est dans une situation aujourd'hui assez bizarre où on vient juste de découvrir le sujet, c'est très récent, et il est déjà énorme. Et en plus, il est en train de croître. Donc la situation globalement des gens qui travaillent dans le secteur, c'est un peu comme des lapins dans le phare d'une voiture, c'est-à-dire en disant « Oh là là, il y a un gros problème. Oh là là, il est plus gros que ce que je voyais. Oh, puis il augmente encore. » Voilà, ça c'est l'ambiance des gens qui sont dans le domaine. Pour vous donner, c'est pas hyper fun. Le deuxième sujet important, c'est la répartition. Globalement, aujourd'hui, c'est à peu près la moitié sur les équipements. Et ce que je vous disais, les équipements, c'est pas dur en termes de politique publique, il faut allonger la durée de vie. C'est un tout petit peu les réseaux, compliqués. Et c'est quasiment la moitié les data centers. Et là, c'est vraiment lié à l'usage. Or là, on est sur des données de 2022, donc juste avant l'explosion de l'IA générative. Et donc aujourd'hui, on sait que si on devait faire le même calcul, les data centers auraient largement progressé. Et donc alors qu'il y a encore 2 ans, on se disait le numérique c'est un problème d'équipement, réparation, indice de réparation, prime à la réparation des appareils numériques, tout ça, c'est pas très compliqué à mettre en œuvre. C'est nouveau mais c'est pas très compliqué. En fait aujourd'hui on se rend compte que c'est essentiellement, enfin c'est moitié-moitié, il faut garder ce réflexe équipement, mais il y a vraiment un problème d'usage autour des services numériques liés à l'utilisation des data centers. Voilà. Et le reste, donc ça c'est justement l'utilisation data center. En termes de consommation électrique directe, là en France, on est déjà à plus de 10%. Et donc on commence à compter en termes de tranches nucléaires. Et là ça devient important. Parce que la production électrique française, c'est 56 tranches nucléaires. On est à plus de 10% de la consommation électrique directe. Vous faites le calcul directement. Et avec l'augmentation, donc c'est là où on commence à avoir un tout petit peu d'accroche au niveau politique. C'est quand on dit, mais là on parle en tranches nucléaires supplémentaires.
Ça, c'est ce que je vous disais sur les visions prospectives. Les exercices prospectifs qui datent de 2022, donc qui sont un peu anciens et qu'on remet à jour en ce moment, montrent que dans quasiment tous les scénarios prospectifs en business as usual, on multiplie par 3 l'impact environnemental sur ces différentes composantes. Et à l'ADEME, on a fait un exercice super marrant qui s'appelait Prospective 2050, où on essayait d'imaginer plusieurs scénarios pour arriver au facteur 4, c'est-à-dire à la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre en France à horizon 2050, avec plein de voies différentes pour y arriver. Et pour caricaturer, la première, un scénario génération frugale, c'est on le dit pas, mais on le pense très fortement, on est dans une logique de décroissance, de frugalité très importante. Les deuxième et troisième, on est clairement dans la sobriété et on pousse des critères d'efficacité plus ou moins importants. Dans le deuxième, c'est plus de sobriété. Dans le troisième, c'est plus d'efficacité. Et le dernier, c'est une solution technophile. C'est vraiment du technosolutionnisme, c'est-à-dire on pousse à fond toutes les technologies permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et en particulier des solutions qui aujourd'hui n'existent pas, comme le captage de CO2. Et donc ce qu'on appelle le pari réparateur, parce que c'est un pari, on ne sait pas si ça va marcher ou pas, et fondamentalement, on laisse partir les émissions et on répare. Et vous voyez que dans tous les scénarios, sauf le premier, même les scénarios très sobres, même les scénarios où on appuie à fond sur les critères d'efficacité, les impacts environnementaux du numérique augmentent. Et pour être clair, aujourd'hui, on n'est dans aucun de ces scénarios-là. Aujourd'hui, on est encore plutôt dans le scénario business as usual, c'est-à-dire qu'il est assez peu probable que la France, l'Europe ou en général au niveau global, on atteigne nos objectifs climatiques, comme ça vous aura peut-être sans doute pas échappé. Un petit focus sur ce dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est l'IA et l'IA générative. Et là-dessus, et alors je pense qu'ici, ça doit être le cas. Moi, je suis allé dans plusieurs salons de tech où il n'y avait pas un stand qui ne parlait pas d'IA. Et je pense que si vous allez voir toutes les startups, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas un stand où il n'y ait pas écrit IA. Ce qui est assez marrant parce que pour ceux qui avaient déjà fait ça il y a 4-5 ans, il n'y avait pas un stand où ils ne parlaient pas de blockchain. Même sur des trucs qui avaient strictement rien à voir avec la blockchain. Mais si on ne dit pas blockchain aujourd'hui pour lever des fonds, il y a 5 ans, si on ne disait pas blockchain pour lever des fonds, c'était mort. Et aujourd'hui, si on ne dit pas IA pour lever des fonds, c'est mort. Donc c'est le sujet dont tout le monde parle. Mais le problème, c'est qu'il n'est absolument pas défini. Et comme je ne suis pas un expert, j'ai pris le schéma le plus simple, qui est en gros le seul que je comprends. Mais les gens de chez moi sont bien meilleurs là-dessus. Mais en gros, aujourd'hui, tout le monde parle d'IA. Quand on parle d'IA, on pense tous IA générative, ChatGPT. Mais en pratique, ce n'est pas ça le marché. Entre l'IA, c'est-à-dire des trucs qui existent depuis une 50aine d'années, des systèmes de machine learning, de deep learning, des trucs plus ou moins récents, et le tout dernier avatar de l'IA, qui est l'IA générative, en fait, tout ça, c'est de l'IA. Et les solutions marché, c'est l'ensemble. Et donc, quand on parle d'IA, tout le monde a en tête ChatGPT, c'est-à-dire le truc, le tout dernier, là. Mais en fait, la plupart de ce qui est mis en œuvre sur le marché, c'est le reste. Et d'un point de vue environnemental, donc il faut déjà avoir en tête que dans l'IA, en gros, il y a de l'IA classique, Big Data, ce qu'on appelait il n'y a pas longtemps Big Data. Mais aujourd'hui, tout le monde l'appelle IA parce que si on dit je fais du Big Data, c'est ouais, t'es un loser, t'es un has-been. Ça reste dans le périmètre classique IA. Or, d'un point de vue environnemental, c'est totalement fondamental. Et c'est ça que je voudrais vous expliquer. Parce que si on se focalise sur l'IA générative, donc le cœur là, l'IA générative a des impacts environnementaux majeurs. À plusieurs stades de son développement. Le premier, bien sûr, c'est au stade de la création des infrastructures et en particulier des data centers. Donc là, comme je vous le disais pour les équipements, pour un smartphone, 80% de son impact, c'est au moment de sa création, avec les besoins en métaux rares, la consommation d'eau au moment de sa fabrication, et globalement, son usage, c'est 20% de son impact. Donc voilà. Pour les data centers, il y a quand même aussi une partie importante de son impact environnemental au moment de la création, des extractions minières, des procédés industriels assez lourds, sur la création de puces, de GPU spécifiques pour l'entraînement de l'IA générative. On vient de sortir, l'ADEME vient de soutenir les résultats d'une première équipe de recherche qui a fait une ACV de GPU
Parce que ces trucs-là, là, c'est entre 10 000 et 20 000 euros pièce. Donc pour faire une analyse de cycle de vie, généralement c'est un truc destructif. On la prend, on la casse, on la mesure à 20 000 euros pièce. C'est pas évident d'en trouver des récentes, donc on en a trouvé quelques-unes. Et là, on vient juste, on est allé chez Atos dans l'usine de fabrication de data center. On leur a dit, vous n'auriez pas une puce vraiment pétée que vous pourriez nous passer, parce qu'on prend évidemment que celle qui ne marche plus. Et ils ont fini par nous en dégoter une, mais parce qu'évidemment, ils essayent de réparer à mort ce genre de matériel. Pour les data centers qui sont, si vous l'avez visité à l'intérieur, c'est vraiment des racks et des racks d'ordinateurs. Et tout autour, c'est effectivement une infrastructure assez lourde, et essentiellement pour garantir le refroidissement des data centers et l'énergie nécessaire pour le faire tourner. Mais pour de vrai, sur l'IA générative, l'essentiel des impacts se concentre à deux endroits. L'essentiel des impacts connus se concentre à deux endroits. L'entraînement des modèles. Et donc là, c'est pas très compliqué. Un modèle d'IA générative, mais ça, un, je suis pas un expert, et deux, tout le monde en parle tellement que je me sens gêné d'en parler. Mais globalement, c'est des modèles, comme vous le savez, qui sont hyper lourds. Et la taille l'impact environnemental du modèle dépend du nombre de données sur lesquelles il est entraîné et de la profondeur de l'entraînement. Donc plus le modèle est entraîné sur des données importantes, plus il est entraîné profondément, plus l'impact environnemental est important. Et c'est l'impact environnemental, c'est hyper simple là, c'est la consommation d'énergie directe et la consommation d'eau pour le refroidissement. Et donc aujourd'hui, les modèles d'IA générative type ChatGPT, ce qu'on appelle les LLM, les Large Language Models, sont eux entraînés sur une somme de données gigantesque. Globalement, ils sont entraînés sur l'intégralité d'Internet. Ce qu'on connaît beaucoup moins, pour information, et ça on l'a découvert, nous il n'y a pas longtemps, on a fait la première analyse de cycle de vie d'un modèle de langage, celui de Mistral, en fait de deux modèles de Mistral, un gros et un petit. Il nous a fallu 1 an pour contacter Mistral, pour avoir une réponse de leur part. Et donc on a pu faire cette analyse approfondie. C'est leur analyse à eux, donc ils n'ont pas publié tous les résultats. Nous on les a, mais c'est leur communication à eux. Et juste après, je ne sais pas si vous avez vu, mais Google a présenté des résultats aussi sur l'impact environnemental. Et on a le résultat global, c'est que c'est super compliqué de comparer. Mais globalement, ce qu'il disait, ce qu'on a découvert, c'est qu'au-delà de l'entraînement, qui était déjà connu, l'impact environnemental de l'entraînement d'un modèle, il y a des réentraînements sans cesse. Un modèle, il est réentraîné tout le temps. Et ça, personne ne connaît cette partie de l'impact environnemental. Mais bon, gros sujet, l'entraînement. Deuxième très gros sujet, l'inférence. C'est-à-dire à chaque fois que vous promptez, à chaque fois que vous interrogez l'IA générative, ça va faire des calculs dans des centres de données. Il y a une différence assez importante entre, typiquement, quand vous faites une question à Google sur un moteur de recherche classique et un moteur et un prompt d'IA générative. Dans un premier cas, la donnée, elle est déjà existante, c'est du transfert de données. Et ça nécessite très peu de calcul. Dans le deuxième cas, la donnée, elle est recréée et ça nécessite du calcul. Et dans un data center, c'est pas dur. Autant les équipements, je vous avais dit, c'est proportionnel à la taille de l'écran. Pour un data center, l'impact environnemental, c'est proportionnel à la quantité de calcul. Il n'y a pas longtemps, on a fait une étude sur l'impact environnemental de l'audiovisuel. Parce que on disait l'Internet, 60-70% des flux, c'est de l'audiovisuel. Donc on se disait, nous on va faire une étude là-dessus, comme ça on aura couvert 60-70% des sujets et ce sera terminé. Et en fait, pas du tout. L'impact environnemental de l'audiovisuel, ce qu'on arrive à mesurer, c'est entre 15 et 20% de l'impact environnemental du numérique. Parce que l'essentiel des flux vidéo, c'est juste du transfert de données. Il y a très peu de calculs. Et donc l'impact dans les data centers de l'audiovisuel, c'est quasiment que dalle. Il y a un impact monstrueux sur les devices, sur les équipements, parce que l'audiovisuel, il y en a plein qui sont sur des télés. Les télés, c'est les plus grands écrans, donc ça, c'est la grosse partie. Mais dans les data centers, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, parce que aussi dans l'audiovisuel, il y a des tas de trucs qu'on ne sait pas mesurer, et en particulier la partie IA de l'audiovisuel. Quand vous êtes sur Netflix, il y a autant de données qui arrivent chez vous, le film, la vidéo, que de données qui repartent vers Netflix. C'est-à-dire tout ce que Netflix suit dans votre usage de Netflix. Où est-ce que votre souris est, à quel moment? Tout ça, c'est suivi. Combien de temps? À quel moment vous arrêtez les films? Quel type de photos vous attire plus, etc. Donc tout ça, c'est suivi. Ça, c'est des calculs hyper lourds, mais comme on ne sait pas les calculer, on ne les a pas pris en compte. Bref, l'inférence, à chaque fois que vous faites un prompt, ça a un impact environnemental qui, en lui-même,
est beaucoup moins important que l'entraînement, mais le problème de l'inférence, c'est l'explosion des usages. Et le dernier point, ce qu'on ne sait pas, c'est les impacts indirects de l'IA générative, dont on sait que ça accélère tous les processus, et donc ça accélère globalement à la fois les processus positifs comme les processus négatifs. On n'est pas dans une société aujourd'hui qui se dirige vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous, ce qu'on pense, c'est que si on accélère ce modèle dans lequel on est, c'est pas sûr qu'on l'accélère dans la bonne direction, mais personne ne peut le calculer. Oh, pardon. Oups. Ouais, c'est ça. Et donc, s'il y a des ingénieurs parmi vous, je vais vous dire d'oublier vos réflexes. Il y a un problème aujourd'hui dans l'IA, c'est qu'on ne sait pas calculer de façon clean l'impact environnemental des différents modèles. Et aujourd'hui, nous, on a les données Mistral, on est allé désosser les analyses faites par Google quelques semaines après. C'est impossible de les comparer. Les périmètres ne sont pas les mêmes, les méthodos ne sont pas les mêmes. Bref, dans le détail aujourd'hui, on n'arrive pas à calculer précisément l'impact d'un prompt. Donc c'est la question que tout le monde nous pose en disant un prompt, c'est combien en énergie, c'est combien en eau, etc. Il y a des données qui circulent. Elles sont globalement de qualité assez médiocre parce que les acteurs ne sont pas transparents. Mais ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à calculer les impacts précis qu'on ne connaît pas les impacts globaux. Et ça se voit très clairement dans les rapports environnementaux de tous les grands acteurs de l'IA générative aujourd'hui qui explosent tous leur consommation d'énergie, qui dépassent tous leurs objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, les GAFAM sont tous sortis de leurs engagements climatiques. Parce qu'en gros, il y a un objectif global avec l'IA générative de doubler à horizon 2 ans la totalité des data centers existants. C'est-à-dire ce qui est créé depuis une trentaine d'années. Ils font x2 en 2 ans. Et donc, aucun des acteurs n'arrive à faire ça sans consommer beaucoup d'énergie. Et comme vous le savez, en gros, pour le niveau d'énergie, le nombre d'énergie dont on parle, c'est ça. Les nouveaux data centers d'OpenAI, pour l'entraînement, c'est des data centers à 5 gigawatts. 5 gigawatts, c'est 5 tranches nucléaires. C'est une centrale nucléaire complète. Le nouveau data center annoncé par Mistral, c'est un data center à 1 gigawatt, c'est une tranche nucléaire. C'est de ça dont on parle. Or, pour construire une centrale nucléaire en France, vous avez peut-être suivi, mais la dernière, ça a pris 30 ans et elle marche toujours pas super bien. Et donc, pour le développement d'énergie renouvelable, c'est pareil, c'est assez long. Et donc, on est à peu près sûr qu'à horizon très court, ça va être essentiellement basé sur des solutions carbonées. Ce que nous dit l'industrie, c'est que l'IA est fondamentalement utile en soi pour l'environnement. C'est les solutions numériques pour l'environnement. Et ici, je pense que vous en verrez beaucoup. Vous verrez beaucoup de startups qui proposent des solutions numériques pour l'environnement. Et là, il y a un vrai paradoxe qu'il faut avoir en tête. C'est que c'est vrai qu'il y a des solutions IA pour l'environnement. Et c'est vrai qu'il y a des solutions IA efficaces. Mais ce n'est pas des solutions d'IA génératives. C'est des solutions d'IA classiques. Quand on fait de la big data classique, y compris quand on fait tourner des chiffres dans des modèles de plus en plus approfondis, c'est hyper utile pour améliorer l'efficacité de plein de process. Dans les transports, dans les bâtiments, dans l'agriculture, dans l'industrie, pas trop. Si on vous promet des trucs dans l'industrie, perso, j'y crois pas beaucoup par rapport à des bêtes systèmes d'isolation des tubes calorifiques ou des bêtements de l'électrification de l'industrie. Mais bon, dans plein de secteurs, ces chiffres-là permettent des améliorations importantes de l'efficacité du système. Il y a des tas de sujets effets rebond, c'est-à-dire si on a fait des gains énergétiques, qu'est-ce qu'on fait de ces gains? Bon, mais en dehors de ça, c'est hyper utile. Le problème, c'est que ce n'est pas l'IA générative. Et dans l'IA générative, globalement, on voit des IA génératives grand public, c'est ce que tout le monde utilise. Zéro utilisation environnementale. Il y a quelques IA à vocation industrielle, ce n'est pas de l'IA générative, c'est de la big data classique. Et ça, il y a des impacts environnementaux intéressants. Et puis, c'est beaucoup plus petit, mais des IA à vocation scientifique, où là, l'IA générative peut être utilisée, par exemple, sur des modèles de prédiction météo, ça marche super bien, sur des modèles d'adaptation au changement climatique, c'est aussi super utile. Mais globalement, y compris des modèles d'IA générative qui permettent une réduction des impacts environnementaux, une réduction typiquement des émissions de gaz à effet de serre, moi, je connais que 2 concepts. Des concepts. Et 2 seulement. C'est-à-dire aucun qui est mis en œuvre. Et
un nombre ultra limité d'utilisation potentielle d'IA générative. Or, comme je vous l'ai dit, l'IA générative, c'est celle qui a l'impact environnemental le plus important. Et donc aujourd'hui, on est dans un paradoxe super bizarre où l'industrie nous dit « Ok, il y a un impact environnemental de l'IA générative, mais l'IA, c'est bon pour l'environnement. » Le problème, c'est qu'on ne parle pas de la même chose. Or, l'IA classique, l'impact environnemental est beaucoup plus limité. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, quand on parle IA et environnement, c'est globalement, on est dans un grand flou parce qu'on ne parle pas de la même chose. Ce qui a de l'impact, c'est l'IA générative, très peu, je caricature, très peu d'utilisation environnementale. Ce qui peut être utile, c'est l'IA classique, du big data, des réseaux de neurones qui ont un impact beaucoup plus faible. Et ça, c'est le flou général dans lequel on est. Et donc, dans ce contexte, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre comme action? Alors, je ne suis pas sûr d'en avoir énormément. Oups, en fait, j'ai un seul slide là-dessus. La première chose, c'est qu'il y a un certain nombre d'actions assez basiques qu'on peut mettre en œuvre et qui marchent très bien pour les équipements et pour les services. C'est ce qu'on appelle l'éco-conception. Donc, quand on crée un nouvel équipement, on pense tout de suite à son impact environnemental et ça marche pour les services. Il y a des méthodos, si parmi vous, il y a des gens qui développent des services numériques, il y a une super méthodo avec un nom barbare qui s'appelle le RGESN, le référentiel général d'éco-conception des services numériques, qui permet, c'est une checklist qui permet, quand on développe un nouveau service, de pousser à mort son éco-conception, donc de réduire son impact environnemental. La première question, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de le développer? Donc c'est y compris un référentiel public, nous on y a participé, mais poussé par l'ARCEP, donc voilà, le régulateur du secteur et le ministère, dont la première question c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de le développer? Mais ensuite il y a plein de critères pour réduire l'impact environnemental d'un service. Ça marche pour les équipements depuis très longtemps. Donc sur les équipements, maintenant, il y a des indices de réparabilité, de durabilité, qui sont en fait la traduction directe des efforts d'éco-conception des fabricants. Ça marche aussi pour l'IA, même si c'est encore moins poussé, mais il y a un référentiel sur de l'IA frugale, les bons réflexes à avoir si on développe un système d'IA. La deuxième chose, c'est pour les équipements, c'est ce que je vous ai dit. Si vous êtes dans toutes vos entreprises, et même pour vous-même, la règle d'or, c'est l'allongement de la durée de vie. Et ça marche à tous les coups. Et ça a un impact environnemental majeur parce qu'on est encore sur à peu près la moitié des impacts environnementaux. Donc, allonger la durée de vie, ça veut dire pas trop en acheter, pas renouveler les flottes dès qu'il y a un nouveau système qui sort, éviter les doubles écrans s'ils sont pas strictement nécessaires, développer la réparabilité, la réparation. Des équipements. Maintenant, il y a des bonus réparation. Acheter reconditionné. Quand vous achetez reconditionné, vous achetez un appareil qui a déjà 2-3 ans de vie et donc, de fait, vous doublez la durée de vie, etc. Et enfin, le vrai sujet compliqué, et celui sur lequel on n'arrive pas à avoir une discussion sérieuse et publique là-dessus, c'est d'aller vers la sobriété dans les usages. Parce que là, pour le coup, sur l'explosion des data centers, c'est lié à l'explosion des usages. Et je pense que vous le voyez au quotidien, l'utilisation de l'IA générative, typiquement, c'est un truc qu'on utilise tous les jours. Il y a plein de fois où on n'a pas le choix. Donc, c'est pas nécessairement... Je veux surtout pas dire que c'est un problème d'individus là-dessus et qu'il faut culpabiliser les individus sur leurs usages de numérique. Typiquement, maintenant, ça devient super compliqué de faire une recherche sur Internet, quel que soit le moteur de recherche, sans qu'on nous propose par défaut une solution IA. Donc, on ne sait même pas donner des conseils intelligents. Les premiers conseils qu'on donnait il y a encore 6 mois, c'est dire utilisez Google plutôt que de l'IA. Bah ouais, mais maintenant, si je fais une recherche, par défaut, j'ai une solution IA. Ah, ça marche pas. Donc, on n'a pas vraiment de bonnes pratiques à faire là-dessus. Mais la seule chose, c'est clairement, quand vous vous interrogez sur est-ce que j'utilise de l'IA générative ou est-ce que je peux utiliser autre chose, typiquement pour la génération d'images, la recherche d'images existantes, c'est encore 1000 fois plus puissant et ça marche super bien. Est-ce qu'on a besoin d'en créer une nouvelle? Donc il y a quelques réflexes à avoir de ce type-là. Et pour les développeurs, là, le seul sujet un peu de politique publique qu'on peut proposer et qui est pas évidente, c'est de savoir, quitte à ce que dans mon entreprise, j'utilise de l'IA et de l'IA générative, de quoi j'ai besoin. Est-ce que ça vaut le coup
d'essayer de développer une petite solution d'IA spécialisée plutôt que d'utiliser les grands modèles de langage qui sont sur le marché. Ça, c'est la position que les acteurs publics aujourd'hui essayent de pousser, parce que c'est la seule qu'on arrive à faire. Parce que dans la sobriété, en fait, on n'arrive pas à le pousser. Parce que qui dit sobriété pense décroissance, qui dit décroissance est mort dans le débat public. Donc, et on n'arrive pas à faire passer un message en disant il faut réduire nos usages du numérique. C'est ce qu'on souhaite, mais on n'y arrive pas. On a eu des échanges avec la commission mise en place par le président de la République qui regardait l'impact du numérique sur la santé des enfants. On avait une discussion super intéressante parce qu'il nous expliquait l'impact sur la santé, nous on expliquait l'impact sur l'environnement et à la fin il disait c'est génial vos trucs parce qu'on va communiquer sur l'impact environnemental, comme ça les jeunes vont changer leurs usages et réduire leurs usages. Et nous on disait ah non, c'est pas comme ça que ça marche. On va communiquer sur l'impact sur la santé, comme ça les jeunes vont réduire leurs usages. En fait on s'en rend compte que personne ne sait quel discours porter ou comment communiquer pour essayer de réduire les usages. Et de fait, on voit bien autour de nous, et moi je le vois bien, y compris dans mon usage perso, hein, que les usages ne diminuent pas. Et quel que soit le message qu'on fait passer. Donc ça, on n'arrive pas trop à le faire passer. Ce qui peut passer en revanche, c'est dire, quitte à développer des solutions IA, il y a généralement, soit vous utilisez des grands modèles américains qui savent tout faire, et qui aujourd'hui sont gratuits, mais qui demain ne le seront pas. Soit vous développez des petits modèles spécialisés. Et l'orientation, je pense, qui va venir d'ici 6 mois, 1 an de la politique publique, c'est de dire ce qui est important, c'est de développer pour chaque entreprise, pour chaque besoin, des petits modèles spécialisés répondant aux besoins. Un petit modèle spécialisé, c'est quelque chose qui est entraîné sur un jeu de données beaucoup plus faible, qui correspond à vos besoins personnels. Souvent, les jeux de données d'ailleurs de l'entreprise, donc elle va garder pour elle, et qu'elle ne va pas transférer à des entreprises typiquement pas spécialement européennes. Il y a un impact très clair en termes de souveraineté, on garde nos données. Il y a un impact très important économique parce que pour le coup, il y a toute une série de startups françaises et européennes qui peuvent développer ce genre de choses et les accompagner et créer de la valeur là-dessus, alors que sinon, c'est fondamentalement du chiffre d'affaires qui part vers les États-Unis. Et l'impact environnemental est probablement bon. Probablement parce que quand on a fait la comparaison chez Mistral de leur gros modèle et de leur petit modèle, on avait un facteur 100 en termes d'impact environnemental. Mais comme c'est la toute première étude, voilà, on sait qu'en première analyse, c'est effectivement important, mais il faut qu'on creuse pour le savoir. Et donc, l'idée Small is Beautiful est sans doute le paradigme que la puissance publique essaiera de pousser, à mon avis, d'ici 6 mois, 1 an. Tant que le business model actuel de l'IA générative et des grandes boîtes américaines restera celui qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire la gratuité, c'est aussi le fait qu'ils perdent de l'argent. Enfin, comme vous le savez, OpenAI, pour chaque dollar de chiffre d'affaires, perd 7 $. Donc c'est les entreprises fondamentalement aujourd'hui qui vivent sur des levées de fonds supplémentaires. Il n'y en a pas une qui fait du bénéfice. Aujourd'hui, le business model, c'est plutôt je mets les dernières solutions sur le marché et j'espère que mes concurrents se cassent la gueule pour le jour où le marché va se stabiliser, pouvoir facturer réellement. Donc c'est vrai que tant qu'on est sur la gratuité, le fait de développer des modèles alternatifs, ça ne va pas bien marcher. Mais dès qu'on va basculer, dès que ce modèle va tomber, et franchement économiquement, il ne va pas durer très longtemps, il faudra très vite penser à des petits modèles spécialisés. Et ceux qui auront anticipé, à mon avis, sont ceux qui s'en sortiront mieux, d'un point de vue économique, de souveraineté et clairement environnemental. Donc voilà ce que je voulais vous présenter sur l'impact environnemental. Dernière chose, peut-être que certains d'entre vous ont vu la campagne télé qu'on a fait là-dessus, qui essayait de parler de sobriété, mais c'est pas évident. Et si vous voulez, là vraiment les conseils pratiques à la fois perso, au travail et en termes d'organisation, on a un site internet qui est plutôt bien fait et qui est mis à jour en ce moment tout le temps et qui permet d'avoir toutes ces informations. Et puis sinon, une adresse LinkedIn où il y a les dernières informations sur l'impact environnemental qui s'appelle Altimpact. Voilà ce que je voulais vous présenter. Merci beaucoup Mathieu. Il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mathieu ? Vous m'entendez? C'est un peu... Ouais. Alors, je voulais poser une question, c'est par rapport au reconditionné.
Est-ce que vous pensez que les entreprises, justement, le respectent de plus en plus? Est-ce que vous pensez que vraiment ils suivent le pas ou est-ce que vous pensez qu'il y a énormément d'efforts à faire encore? Et ben, sur le reconditionnement, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire, mais que c'est un marché bizarre. Euh, Il y a de plus en plus d'entreprises du reconditionnement et les entreprises de reconditionnement, en gros, sont éclatées entre soit des entreprises de l'économie sociale et solidaire, Emmaüs Connect, super boîte. Je ne vais pas faire de la pub pour eux, mais super boîte. Mais il y en a plein d'autres sur le territoire. Et des grandes entreprises qui font des trucs un peu plus sérieux, Black Market étant la plus connue, mais il y en a d'autres. Et que je vous encourage à aller voir si vous cherchez des grosses boîtes. Mais Oui. il y a un problème. Ce marché, l'offre et la demande ne se rencontrent pas vraiment. Ça marche très bien pour les particuliers. Franchement, ça marche super bien. Dès qu'on est soit chez les entreprises, soit y compris des collectivités locales qui ont des objectifs légaux d'acheter reconditionné, eh ben, ils nous disent qu'ils n'arrivent pas toujours à avoir l'offre correspondante. Donc c'est encore un marché qui n'est pas super bien structuré. Du côté des entreprises, je ne suis pas sûr d'avoir un avis hyper important. Ce que je constate, c'est qu'il y en a qui font des trucs bien. Il y en a qui essayent d'aller loin et qui disent bah, j'ai pas les vendeurs en face de moi. Et puis il y en a plein qui en ont strictement rien à foutre et qui, dans leur package, pour attirer des talents, disent de toute façon, tu auras le dernier ordinateur, le dernier smartphone, et dès qu'il y en a un nouveau, je t'offre le nouveau. Donc ce que je veux juste dire, c'est que dans les entreprises, tout le monde ne va pas assez loin. Mais un certain nombre de celles qui veulent aller très loin viennent nous voir en disant on a un problème d'offre. Moi, ce que je constate, en tout cas, d'après ce que vous nous avez dit, enfin, moi, de mon expérience, en fait, j'ai constaté que des fois, malheureusement, dans le reconditionné, bah, le reconditionné est parfois plus cher que justement le neuf. Et c'est pour ça que certaines entreprises se tournent, d'un point de vue économique, sur des nouveaux modèles, par exemple, de laptop, qui sont moins chers à neuf que reconditionnés. Et normalement, on ne nous le vend pas comme ça. Moi, j'ai fait vraiment la comparaison une fois avec Back Market, par exemple, et je sais pas, admettons Amazon ou Cdiscount, ou même d'autres grandes enseignes, même Boulanger, vous voyez, toutes les enseignes qui vendent justement d'électronique, d'électroménager et tout ça. Et ben, j'ai remarqué que des fois, il y a au moins 200 à 300 euros de différence. Ouais, alors je suis pas, ça arrive de temps en temps. Oui. Globalement, c'est pas le cas, mais ça arrive de temps Globalement, en temps. oui, c'est parce que la politique, c'est ça. Exactement. On reprend des ordinateurs d'occasion Exactement. Donc, pour justement le réutiliser le plus de fois possible. Donc, c'est le principe. non, mais il y a peut-être des cas extrêmes où le neuf est moins cher que le reconditionné, mais généralement, c'est pas le cas. Après, sur le reconditionné, il y a de la main-d'œuvre et souvent de la main-d'œuvre européenne pour reconditionner, ce qui explique parfois les prix. Juste deux messages à faire passer, et puis après, j'arrête sur le reconditionnement. Le premier, c'est le truc qui est de toute façon le plus efficace, le moins cher et le plus rentable, c'est la réparation. Alors ça. Chez nous, à l'ADEME, par exemple, les laptops, ils durent 7 ans. Les smartphones, ils durent 4 à 5 ans. Parce que c'est un système de réparation et d'entretien. Et la deuxième chose, la deuxième chose, c'est que je l'ai oublié. Sur le reconditionnement, ouais, j'ai oublié. Je sais plus, désolé. Bon, bref, faites réparer. Et globalement, acheter reconditionné, souvent, il y a des structures locales, des entreprises d'insertion hyper intéressantes à côté de chez vous. Ouais, c'est ça ce que je voulais dire. C'est que ça alimente aussi une économie un peu différente. Et souvent, dans les entreprises, j'ai remarqué... Excusez-moi. Peut-être d'autres questions. On peut en parler après, si vous voulez. Ah, désolé, j'ai pas entendu. Pas de sujet, merci. Bonjour, alors pour les data centers, j'avais une question. Ça dépend également des puces semi-conductrices actuellement, il me semble. Vous m'entendez ou pas? Ouais. Moi, je parle autrement. Si, mais pour eux, plus dans le micro, et puis moi, je me rapproche. Alors, en fait, voilà, là, on a parlé des data centers et de la question écologique. Et dans cette question-là, il me semble qu'il y a un détail qui a été très important et relevé pendant le Covid, c'est les puces semi-conductrices. Par rapport à leur chaîne de valeur, par rapport à la dépendance qu'on a vis-à-vis de Taïwan. En ce moment, même s'il y a des développements en Allemagne, après des entreprises comme ST Microchip qui essayent de lutter, on n'est pas vraiment indépendant. Comment on pourrait, selon vous, comment la France surtout pourrait tirer parti de l'échiquier international tel qu'il est sur les semi-conducteurs?
Parce que l'IA, sa base, pour que ça fonctionne matériellement, il faut ce genre de puce. Ouais, ouais. J'ai pas de réponse, c'est-à-dire que il y a des tas de projets de relocalisation, de fabrication de puces en Europe et de gigafactories sur le sujet. Est-ce que ça va marcher ou pas? Franchement, j'en sais rien. Deux, je voudrais juste prendre un pas en arrière. En fait, l'Europe est totalement dépendante sur l'IA pour les équipements de l'Asie, parce que tous les équipements sont fabriqués en Asie. Les puces à Taïwan, mais le reste des équipements sont également fabriqués en Asie, et pour les services des États-Unis. Donc aujourd'hui, le paysage de l'IA générative, c'est une dépendance complète. Une dépendance sur les équipements de l'Asie, une dépendance sur les services des États-Unis. Donc les puces, c'est une partie du système. La dépendance dans le détail est un tout petit peu plus complexe parce que, en fait, il y a des systèmes d'interdépendance un peu complexes, et typiquement, les machines utilisées pour faire des puces les plus abouties sont des machines néerlandaises. Donc l'Europe a une partie de la chaîne de valeur entre ses mains. Mais est-ce qu'on arrivera à relocaliser ou pas? J'en ai pas la moindre idée. Franchement, je ne sais pas. Il y a des tas d'experts et économistes bien meilleurs que moi sur le sujet. Le seul truc sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est quand on parle d'impact environnemental du numérique, on se focalise énormément sur l'énergie et le climat, super connu, un peu sur l'eau, compliqué. Il y a un troisième sujet dont on parle très peu, qui est les métaux stratégiques, et qu'on commence à creuser. Et en fait, on se rend compte que, en général, sur les métaux stratégiques, l'Europe est évidemment totalement dépendante parce qu'on n'en produit pas, on importe l'intégralité, enfin la quasi-intégralité. Et pour le numérique, c'est absolument fondamental. Ce qui nous intéresse, nous, à l'ADEME, c'est que c'est aussi fondamental pour la transition écologique. C'est-à-dire que sans un certain nombre de métaux stratégiques, on ne peut pas faire de batterie, on ne peut pas faire de photovoltaïque, on ne peut pas faire d'éolien non plus. Et aujourd'hui, la question à laquelle on n'a pas de réponse, c'est est-ce qu'il existe suffisamment de métaux stratégiques pour mener de front une transition écologique et une transition numérique. On ne sait pas s'il en existe. Ce qui est certain, c'est que dans tous les cas, on ne maîtrise pas la chaîne de valeur. On est dépendant. Merci. Une dernière question? Vous mentionnez pas du tout les... Pardon, je m'entends en double. Les systèmes d'économie d'usage dans le numérique, ou est-ce qu'il existe aujourd'hui une offre qui permet de louer un matériel informatique et de le reconditionner très facilement derrière? Oui, c'est vrai. Alors, je pourrais en parler puisque c'est un sujet que je connais moins. Il y a des systèmes d'économie de la fonctionnalité dans le numérique. Donc l'économie de la fonctionnalité, c'est quand on évite d'acheter un bien et on achète un service. Il y a certains secteurs où ça marche super bien. Les imprimantes, par exemple, maintenant, c'est quasiment que de l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire que dans la plupart des boîtes, les imprimantes ne sont pas achetées, elles sont louées. Et globalement, on paye le service, donc on paye au nombre de copies. Dans le numérique, ça commence à se développer. Et il y a des boîtes super intéressantes, en particulier dans le Grand Est, qui développent des solutions de location, d'équipement, plutôt que de l'achat. Donc c'est des choses qui commencent à se développer. Ça reste encore largement de niche parce que, en fait, c'est une question de durée de vie. Et donc ça marche pour des équipements dont la durée de vie perçue est assez longue. Et voilà. Donc c'est des choses qui commencent à se développer. Moi, je ne suis pas un expert sur le sujet. On constate quand on regarde le marché que ça se développe, que ça a l'air super intéressant, mais on ne le connaît pas encore suffisamment. Donc si vous en avez et si vous pensez à le faire, dans le doute, c'est une super idée. Parce que là, l'économie de la fonctionnalité est basée sur l'allongement de la durée de vie. C'est comme ça que ça marche, mais on ne le connaît pas encore suffisamment. Mais vous avez raison, c'est une très bonne solution.